Eh bien, merci pour le temps que vous allez nous consacrer, tu vas nous consacrer. Nous avons pris cette initiative à la suite d'un sondage qui a été fait il y a une dizaine de jours qui nous a particulièrement inquiétés quant à ce que pourrait être l'environnement commercial de notre ville demain. C'est venu d'un article du Parisien qui faisait état d'un soutien majoritaire de la population du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis en faveur d'un projet qui serait en limite de notre ville et dont l'importance serait telle qu'il ne peut pas ne pas avoir un impact sur le commerce local qui englobe bien entendu le commerce local de proximité, mais aussi Paris Nord, qui est quand même l'un des plus vieux centres commerciaux de la région, puisqu'il date de 40 ans. Donc on a de ce point de vue à sauvegarder une qualité de vie, mais aussi des emplois, et donc c'est une double préoccupation que de savoir un petit peu vers quel type de solutions et de style de vie vers lequel nous allons, et c'est la raison pour laquelle nous avons eu envie, par voie de conséquence, de voir un petit peu avec les challengers du maire sortant, dont on connaît les positions demeurant, savoir si vous êtes plus ou moins sur la même lignée les uns et les autres, mais en fait c'est au travers de ce sondage que tu viens de nous remplir que l'on va démarrer et continuer notre interview, que l'on passera en ligne et dont on fera un résumé aux Parisiens, qui va être relativement mis en cause par rapport à ce sondage, mais qui pour autant nous a promis d'en tenir compte et de faire un article de ce que sera cet entretien. Alors, pourquoi nous n'avons pas estimé nécessaire de rencontrer Gérard Segura? C'est qu'il se présente comme le maire, le candidat qui veut continuer l'action qu'il a entreprise, et dans ce domaine, on connaît ses positions. Elles nous ont été exprimées en commission municipale sur l'intercommunalité. Il n'y a pratiquement pas de surprise. D'ailleurs, son collègue Jean-Pierre Blazy, le député maire de Gonesse, est très au clair quant à ce qui pourrait se réaliser sur le triangle de Gonesse, sachant que Claude Barthelone est venu le soutenir en faisant largement allusion à ce que serait également le soutien du maire d'Aulnay dans ce projet. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de le voir pour savoir ses positions, et de surcroît, on rappelle souvent qu'il nous a considérés comme une association d'opposition dans la mesure où nous n'étions pas d'accord avec lui, et que c'est une pratique qui consiste bien souvent à faire un choix des gens qu'on soutient et des gens qu'on ne soutient pas. La neutralité, il ne connaît pas. Donc on s'est trouvé à devenir naturellement pour lui une association d'opposition. Alors, on n'est pas seul dans la démarche aujourd'hui, on aurait voulu qu'elle soit plus large, tout autant on a voulu la mener de concert avec l'association des commerçants du boulevard de Strasbourg. Malheureusement, pour des raisons de rendez-vous d'aujourd'hui qui a été décalé, Henri Félix, le président, s'excuse de ne pouvoir être là. J'ai malgré tout ces questions, sachant qu'on s'était partagé une forme d'interpellation en ayant une double vision de la situation, macro et micro. Lui c'était plutôt micro, moi c'était plutôt macro. Ceci étant, ça touchait globalement malgré tout à la qualité de vie que nous assure le commerce en général, et donc au fait qu'on désire savoir quelle est la vision de tout un chacun sur la situation actuelle et les solutions que l'on peut retenir ou que tout un chacun avait dans vos programmes. Donc on en est là, ça peut donner envie de nous commenter le sondage et les réponses que tu viens de nous faire, et donc, bien sûr, tu as la parole. Alain, merci encore pour cette invitation. Rapidement, je me présente, Mokhtar Farhad. Je suis candidat tête de liste pour le mouvement citoyen indépendant Aulnay vers le haut, et très ravi que vous puissiez me donner l'occasion de m'exprimer sur ces questions-là. Quand je lis ce sondage, la première réaction que j'ai, c'est une forme, je ressens de l'inquiétude forte par rapport en fait à cette question du développement économique, donc la question macro sur notre territoire de l'Est francilien, l'Est parisien, avec une réalité, celle des nouveaux pôles commerciaux qui s'ouvrent les uns après les autres, et dont parfois les commerçants et le commerce de proximité
ne fait que subir cette réalité économique, parce qu'aujourd'hui, on voit dans la première question, que pensez-vous d'Aéroville, ouvert le dimanche avec ses 200 boutiques, ses 12 salles de cinéma, impactera de façon significative au Paris Nord? La réponse est oui. Il est indéniable aujourd'hui l'alternative, la concurrence qui peut exister entre ces deux centres, pour moi, ne peut ne pas impacter durablement l'activité économique d'Au Paris Nord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Au Paris Nord a, dans son extension qu'elle avait organisée, prévu qu'elle devait être un centre de gravité plus important pour être plus attractif. La taille critique dont elle disposait, le nombre de boutiques qui existaient n'était pas suffisante. Elle a entrepris depuis 2010 une restructuration totale pour permettre d'être ce nouveau poumon économique. Vous faisiez allusion, ce vieux centre commercial, oui, Amerson, le groupe, a décidé de refaire peau neuve pour finalement être au goût du jour. Il se trouve qu'à Aéroville, sur une commune voisine, pas très loin, Jonché, juste à côté de la plateforme aéroportuaire de Roissy, avec une offre commerciale quelque peu différente de celle de Paris Nord, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a eu une communication énorme autour de ce centre-là, avec une volonté de porter un nouveau message, des nouveaux centres commerciaux, des nouveaux lieux de vie, des choses différentes, en disant que nos commerces de proximité, notre Paris Nord, c'est has-been, c'est fini. Tout un matraquage marketing qui donnait aux chalands l'envie d'y aller, de voir et de juger par lui-même. Je crois que ça restait sur beaucoup de la communication et qu'aujourd'hui, les habitudes de consommation des citoyens aulnésiens, avec leur lieu de vie, qui est représenté par ce centre commercial qui est au Paris Nord, mais avec leur commerce de proximité, notamment par rapport à une certaine catégorie de la population dont le commerce de proximité est un lien social. Moi, j'ai épaulé mon père pendant plus de 15 ans dans le commerce de proximité, sur une ville qui s'appelle Bonneuil-sur-Marne. Et le commerce de proximité, et c'est pourquoi j'ai répondu favorablement à cette interview, ne joue pas le rôle simplement d'un commerçant qui vient vendre un produit vis-à-vis d'un chaland qui viendrait passer. Il joue le rôle social le plus important dans une ville parce qu'il est le poumon de ces seniors qui ne peuvent plus se déplacer, mais dont l'écoute, l'empathie, le savoir-faire de nos commerçants leur permet de conserver cette qualité de vie. Vous disiez tout à l'heure en début de propos, nous souhaitons conserver notre qualité de vie. Mais on ne parle pas des commerçants, on parle de nos riverains, on parle de nos habitants. Donc effectivement, ces réalités-là sont préoccupantes. Moi, je suis de ceux qui connaissent bien les dynamiques économiques, les volontés des grands groupes de s'implanter, et finalement, quelle est la contrepartie? Comment ce commerce peut vivre en symbiose? C'est tout là la question. Je ne sais pas si nous pourrons empêcher. Demain, un Europa City, un Aéroville ou un autre, on pourra freiner les velléités économiques de ces grands groupes à s'implanter, mais je crois que la grande nécessité, c'est la contrepartie. On en parle peu ou pas assez, c'est comment ces mastodons du commerce, ces Unibail, ces grands groupes qui viendraient s'implanter ici, quelle contrepartie le législateur, encore une fois, qui ne l'a pas prévu, pourrait imposer pour ce commerce-là. Et je crois qu'on va lire l'ensemble du questionnaire, mais l'ensemble de la dynamique et de l'orientation que je souhaite donner, moi, c'est de se dire, on peut freiner, on peut aménager, mais il doit y avoir une contrepartie. Quand je dis contrepartie, on le sait, au Paris Nord, et il existe des fonds spéciaux en capacité de financer les associations de commerçants pour les animations, pour faire un certain nombre de choses. Là aussi, il existe des leviers, le FISAC ou d'autres, on en parlera tout à l'heure, qui doivent être mobilisés pour conserver le commerce. Mais ça doit être porté. Et je crois qu'une municipalité, si elle n'est pas à l'écoute, elle n'est pas proactive dans
avec les associations de commerçants, c'est le travail de terrain au continu devient tellement dur pour ces commerçants qui se disent mais moi finalement je vends et laissez-moi tranquille. Et on sait quand un commerce ferme et le rideau, c'est les activités de délinquance, l'insécurité, tout ce qui va commencer à gangréner. Un commerce qui ferme, c'est un effet domino néfaste et négatif pour une municipalité. Celle-ci, tout en respectant la libre concurrence, la liberté d'entreprendre, ne pas s'ingérer dans la sphère privée, a une responsabilité. C'est là un peu l'équilibre fragile que l'on va discuter ensemble. Alors, je vous en prie, je vais me permettre, pour bien cadrer notre propos, de demander d'être plus concis sur le commentaire de ce sondage, parce que tout ce que tu développes là, immanquablement, ça fait partie un peu de la batterie de questions qu'on a prévues, et elle risque d'être redondante si tu nous les développes sans qu'on t'ait posé la question. Parfait. Voilà, excuse-moi. On y va. Pour la deuxième, pensez-vous qu'au Paris Nord, avec les travaux qui viennent d'être entrepris, 14 salles de cinéma et 6 restaurants, maintiendra son activité? L'investissement qui a été fait, comme vous le savez, par le groupe Emerson, vise effectivement à tirer son épingle du jeu au niveau économique sur les prochaines années. Oui, l'activité sera maintenue. Maintenant, est-ce que celle-ci aura le bénéfice escompté? Est-ce qu'ils rentreront dans leur business plan qu'ils avaient organisé en 2008 lors de l'aménagement de ce territoire? Il y avait des donnes qui n'existaient pas à l'époque, Aéroville, Europa City demain. On ne peut pas préjuger de cette réalité-là. Néanmoins, je pense que compte tenu de l'investissement, j'ai dit oui, son activité sera maintenue. C'est un espoir ou c'est une sensation basée sur une réalité? Je pense que le business plan réalisé par le centre commercial, le groupe Emerson, son directeur qui se sont, enfin aujourd'hui mais qui se sont succédés, font que je pense que inévitablement ils devront s'adapter, tirer l'épingle du jeu, mais qu'il sera maintenu. Je crois que tous les moyens seront mobilisés pour faire en sorte que cela se fasse. Maintenant, la grande question, c'est, on nous parlait d'un centre Leclerc qui va arriver aussi, donc c'est l'accumulation de cette guéguerre entre les centres commerciaux qui fait que on est plus avec une visée d'avoir une taille critique et une masse critique de commerce pour faire face. Alors, quand on voit l'extension de Paris Nord, je crois qu'on est arrivé à la limite du faisable sur ce tronçon-là. Si ce n'est que d'acheter de l'autre côté des parcelles au niveau de PSA, je ne vois pas comment on pourrait augmenter la taille de ce centre qui est au Paris Nord. Nous, on a toujours mis la problématique du commerce au regard de ce qui relève un petit peu d'une forme d'égoïsme communal, où chaque maire en serait à vouloir son centre commercial régional, et que ce qui se réalise in fine, ça ne soit quelque chose qui soit totalement disproportionné par rapport aux besoins globaux du territoire. Et aujourd'hui, ça vaut pour Paris Nord dans ce qu'a pu être son extension, mais ça reste un centre commercial régional. Aujourd'hui, dans la question, bien sûr, il y a l'espoir ou la vision que l'on peut avoir de ce que feront et apporteront ces travaux, mais qui ne sont visiblement qu'une réponse à l'arrivée d'Aéroville. Le problème, c'est que malheureusement, c'est aussi à mettre dans la perspective de ce que sera cet énième centre commercial, dont on sait, pour le repositionner, qu'il sera à lui tout seul, indépendamment de l'aspect culture et loisirs, un centre commercial dont l'importance sera plus grande qu'au Paris Nord et Aéroville réunis. Donc c'est de ça dont on parle, et aujourd'hui on a quand même un certain nombre d'études qui nous sont déjà restituées, et qui donnent même des indications locales sur des choses qui paraissent annexes, mais par exemple, comme tu le disais, quand on n'a pas une vision globale de l'offre commerciale, on se retrouve à avoir des arrivées
dirais, presque sauvage de magasins. Lidl, moi je l'ai découvert la semaine dernière. Leclerc Drive, il s'est ouvert sans permis de construire et sans difficulté. Aujourd'hui, on ne peut pas impunément laisser faire tout, sauf à considérer que l'action politique ne peut pas manager et orchestrer un petit peu le territoire. Et ça serait quand même quelque part dommageable. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, les Séquois-Dionysiens et Olnésiens, par voie de conséquence, qu'il y a un grand battage, une grande communication qui est faite dans le Val d'Oise pour ce nouveau centre commercial, et que l'on nous fait dire, par sondage interposé, que nous, les Séquois-Dionysiens, nous serions aussi d'accord pour un tel centre. Donc au bout d'un moment, on a un peu l'impression qu'on marche sur la tête, et en fait, on cherche à savoir et à mobiliser éventuellement le personnel politique pour qu'il y ait une réponse globale, ferme, vis-à-vis de ce qui est aujourd'hui presque la position presque majoritaire aussi des élus du 95. Donc aujourd'hui, eh ben, on est dans cette démarche-là, puisqu'on est dans une échéance démocratique qui est une élection municipale et qui nous paraît bien légitime de voir ce que nous, les candidats à cette ville, ont comme vision du territoire et comme solution pour demain. Donc, je te laisse reprendre, excusez-moi. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas préjuger de l'orientation que prendra au Paris Nord sur les prochaines années, compte tenu d'un centre qui est comme celui Europa City qui est en préfiguration juste à proximité. On ne peut pas juger nous-mêmes du conseil d'administration ce qu'on va décider au Paris Nord. Simplement, on sait qu'aujourd'hui, au Paris Nord était sur une dynamique positive, un peu freinée par celle d'Aéroville, mais je crois qu'elle peut faire aisément face. Par contre, je ne suis pas certain qu'un Europa City soit le même obstacle qu'on puisse passer aussi aisément qu'Aéroville. Et que compte tenu de cette réalité-là, il y a forcément en fait une réflexion à mener et que la classe politique doit avoir une mobilisation. Vous parliez, ce centre coïncidera avec la gare du futur Grand Paris. Comment ça va s'organiser tout cela? Quelques kilomètres un centre d'envergure comme celui qui va arriver avec notre au Paris Nord. Quelle offre commerciale va être mise en concurrence? Donc toutes ces questions devront être élaborées, jugées, réfléchies. 2025 c'est peut-être loin, mais c'est très proche dans des projections d'investissements commerciaux comme ce qu'a pu réaliser le centre au Paris Nord. Après, moi, je suis peut-être de nature assez confiante, mais je pense qu'aujourd'hui, ce centre commercial a toute sa place compte tenu des projets qui peuvent exister sur la bande PSA et des projets qui peuvent arriver. Je crois qu'il y a un potentiel économique local qui pourrait faire en sorte qu'au Paris Nord puisse tirer son épingle du jeu. Maintenant, moi, la question et je ne me poserai pas parce que je ne dois pas sortir du cadre, mais c'est l'interaction de ce centre avec les commerces de proximité. Même si... ça va être une question pour voilà, voilà, j'ai répondu à celle-ci si tu veux. Parce que je sens aussi beaucoup d'inquiétude des commerçants vis-à-vis de ce centre, parce que là, dans le sondage, on se soucie de ce centre-là, mais je crois que c'est pas lui dont la préoccupation est la plus grande sur le territoire olnésien. Ouais. Ils n'ont pas tous la même vision, et pour les avoir approchés les uns et les autres, premièrement, on regrette que la présidente des commerçants d'Au Paris Nord ne soit pas présente avec nous aujourd'hui pour parler vraiment du commerce local dans sa globalité. Donc ils ont fait, par leur absence, un distinguo entre ce qui est l'activité économique de Paris Nord et le restant de l'offre commerciale de la ville. On peut le regretter parce que ça va laisser des traces quelque part. Aujourd'hui, on est dans une défense du commerce global de la ville dont ils sont absents, ce qui est quand même le paradoxe de la situation. Et puis en plus, effectivement, des commerçants de centre-ville ont trouvé à redire sur la demande de Paris Nord d'ouvrir le dimanche, même si globalement ils admettent une légitimité au fait de répondre avec les mêmes armes au fait qu'Aéroville soit ouvert le dimanche. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une interaction aussi sur le commerce de proximité.
parce que ben voilà, des magasins ouverts 7 jours sur 7, c'est pas comme le restant du commerce qui ne peut pas s'organiser pour répondre à une telle agression, je veux dire, commerciale. Alors, voilà, vous parlez de la question numéro 3. Pensez-vous que la demande d'ouverture de Paris Nord le dimanche aura des conséquences négatives sur le commerce de proximité? Maintenant, cette question d'ouverture sur le dimanche, pour nous, on l'a dit en fait, et on en discutait avec des représentants de la Chambre des commerces, il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence avec des capacités, en fait, ce qu'on appelle d'avoir sur les zones aéroportuaires des possibilités d'ouverture, sur d'autres territoires non, sur les activités de recalage oui. Je crois que tous les commerces ne jouent pas avec les mêmes configurations vis-à-vis du législateur. Et qu'aujourd'hui, avant même de se poser est-ce qu'on est favorable pour l'ouverture du dimanche de Paris Nord, c'est la question de se poser, c'est pourquoi certains disposent de possibilités d'ouverture, tandis que non, sur des filières d'activité, sur des zones territoriales précises, toute l'activité de la zone aéroportuaire dispose de cette possibilité d'ouverture, tandis que les autres, non. Je crois qu'il y a une nécessité de revoir et de clarifier la situation, parce que, et là on le voit de manière très claire, le secteur géographique interdit un centre commercial comme celui-ci et fait en sorte que la concurrence est déloyale. Et donc, soit on demande aux législateurs une révision, et encore, ce n'est pas à l'échelle communale, et c'est l'échelon, je crois, que le législateur doit prendre ses responsabilités de pouvoir se prononcer, parce qu'aujourd'hui, au-delà qu'au Paris Nord puisse faire cette demande de dérogation exceptionnelle pour l'ouverture, c'est à reconsidérer la logique qui permet aujourd'hui, sur certains territoires oui, sur certaines filières oui, et d'autres non. C'est ce qui attise aujourd'hui les difficultés les plus exacerbées par rapport aux activités de commerce. Quand on sait que les activités de bricolage ont eu d'abord l'ouverture, ensuite ça a été débouté, ensuite aura obtenu, on est sur des dérogations sectorielles. On est aussi sur des dérogations territoriales. Et aujourd'hui, au Paris Nord, finalement, on paie le prix parce que son positionnement géographique ne lui permet pas. Et qu'aujourd'hui, elle positionne aussi c'est mon bon droit pour faire face, travaillant avec les mêmes arts, les mêmes outils. Simplement, cette ouverture le dimanche aura forcément un impact. Un impact sur nos commerces de proximité, parce que nos habitudes de consommation, nous citoyens au niveau local, le dimanche, elles sont conditionnées par des artères, et que moi je pense qu'aujourd'hui, la demande de Haut-Paris Nord, elle est légitime, mais la réalité pour les commerces, elle sera réelle aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est évident. Ce qui paraît effectivement disproportionné, c'est que d'un côté, on est une zone de chalandise d'un nouveau centre commercial qui en fait se recoupe avec le commerce existant, et qu'à l'intérieur de cette zone-là, on met des frontières quant à ce qui est zone d'activité touristique et celle qui ne l'est pas. Et donc avec possibilité ou pas possibilité d'ouverture le dimanche. C'est effectivement une forme d'incompréhension. L'effet domino, malgré tout, c'est que est noté par les commerçants de proximité, de centre-ville, mais pas que, et bien effectivement c'est de subir la répercussion de l'ouverture de Paris Nord le dimanche, ça c'est évident. On parle des commerçants, mais quand j'en discutais avec les forains et les gens du marché, ils nous disent, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il baisse, il baisse, il baisse. Ils font pour certains leur chiffre d'affaires le dimanche. Allez leur enlever ça, et là, je crois que les artères commerciales que nous avions, elles vont forcément se dégrader. S'il n'y a pas l'afflux de plus en plus de ce public qui a pour habitude, dans ses habitudes d'achat, d'aller là, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés qu'ont nos commerçants, que ça aille vers le haut, et le contraire. Mais il va du nombre de chalands demain dans la zone, ainsi que d'une forme de paupérisation ou de l'augmentation du pouvoir d'achat, si le potentiel, je dirais, d'achat des gens est évolué par le haut, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et de ce fait, on est dans une situation
qui ne bouge pas sur le plan de la consommation ou du pouvoir d'achat des gens. Par contre, il y a une offre commerciale dont on perçoit bien les rivalités qui se mettent en place. Et comme nous, au-delà du fait qu'il y a des risques de friches industrielles de demain qu'on serait presque à construire aujourd'hui, on en est à se dire que quand même la puissance publique, le personnel politique, se doit de mettre le haut là ou de s'exprimer sur la question. Pour les questions 4 et 5, pensez-vous que les 500 boutiques projetées au nord de PSA impacteront au Paris Nord? Si oui, pensez-vous qu'elles auront un effet secondaire sur le commerce de proximité? Chemie ne se prononce pas, parce que pour moi aujourd'hui, le schéma directeur de ce futur centre, on ne le connaît pas assez. Il y a un flou qui entoure le projet avec des configurations. On entendait parler de modalités de transport alternatives pour faire face aux difficultés par câble. Aujourd'hui, on nous projette une ville de demain sur cette zone-là, dont aujourd'hui les contours ne sont pas précis. On a le lieu, on a le nombre, on a les thématiques. On nous dit sur ces concertations, j'ai assisté à une réunion à ce sujet, c'est une ville qu'on construit, c'est plus un centre commercial. Je peux te le confirmer, mais pour te dire, pour le commerçant que je ne suis pas, j'en suis malgré tout compris à m'intéresser de ce que peut être l'évolution du commerce demain. Personnellement, au conseil municipal, on a demandé et obtenu par un vœu qu'on a fait voter le fait qu'il y ait des études sur l'environnement commercial au travers de ces projets. Et aujourd'hui, EPA Plaine de France, donc l'organisme d'aménagement du territoire du nord-est parisien, qui englobe 40 villes, moitié-moitié Val d'Oise et Seine-Saint-Denis, ont diligenté l'année dernière une étude réalisée par Convergence, Le Crédoc et Alphaville. Et aujourd'hui, on a les éléments de réponse théoriques certainement, mais vaut mieux des études que pas d'études du tout. Et on sait, et ça a été à peine recité dans le Parisien aussi, ce que seront l'impact d'Aéroville à horizon de 2018 et l'impact d'EuropaCity à horizon de 2025. Donc, comme on part du principe que Aulnay d'aujourd'hui, de demain se construit aujourd'hui, et bien effectivement, même si ça paraît être du long terme, on construit aussi la ville de nos enfants, et on a envie de savoir de quoi, quelque part, il va en être. On peut regretter, d'ailleurs, et c'est une demande qu'on fera, c'est que les acteurs de demain se mobilisent pour que dans le cadre de l'enquête publique qui aurait lieu au deuxième semestre 2014, eh bien, on ait aussi un complément d'information quant à l'emploi. Parce que ce que l'on nous objecte aujourd'hui, c'est que la création de ces emplois nouveaux dans ce qui est, tu as raison, une véritable ville, ça ne se met pas en compensation des emplois éventuellement perdus. Et c'est trop facile, et ça peut ringardiser effectivement toute critique. On a un peu des fois l'impression que le Val d'Oise a raison, et aussi que les élus du 93 sont inexistants dans leur prise de position majoritairement. Et en fait, de ne rien faire, c'est laisser faire. Et en fait, on a envie de la part des uns et des autres d'une forme de réaction. Mais sur les deux questions, donc aujourd'hui, même si je ne me prononce pas sur le questionnaire, il y a la question de l'emploi qui, comme tu l'as soulevé, est préoccupante. Et qu'aujourd'hui, en toile de fond de l'impact que peut avoir la création de ces centres, c'est quel intérêt, quel bénéfice direct nos jeunes, nos villes, nos commerçants peuvent avoir de la mise en œuvre de ces politiques économiques. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas un cadre qui le régit, et il n'y en a pas du tout aujourd'hui, parce que le politique est très absent de ces questions-là, parce que certains, il se dit, moi je suis simplement le réceptacle de ces projets et non pas l'instigateur, l'initiateur ou celui qui va orienter, mais c'est ne que faire que subir juste l'implantation et ne pas l'organiser. Voilà un peu, nous, on voudrait amener le débat aujourd'hui, c'est que un maire, une ville, doit être proactif sur ces questions-là, comme on a pu entendre dans les différents débats sur la gare du Grand Paris. Je m'interroge pourquoi on n'a pas autant de dynamisme
sur ces questions de développement économique qui vont façonner notre ville de demain. Et qu'aujourd'hui, on est plus dans l'attentisme économique que dans aller de l'avant, organiser, concerter, dire oui, mais aussi nous devons faire en sorte que les activités artisanes qui peuvent avoir lieu sur ces territoires, qu'on puisse avoir un vivier de notre jeunesse ici présente, mais ça c'est exclu des débats. On parle de conventions de partenariat avec les acteurs locaux pour s'engager à recruter au niveau local. Mais peut-être qu'on va passer à la deuxième partie. Oui, c'est plutôt parce qu'on est venu pour une thématique précise et qu'on ne peut pas retrouver dans les programmes des uns et des autres des choses qui répondent à nos interrogations. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes concomitants quand on parle de pouvoir d'achat et donc de ce que peuvent avoir à dépenser nos chalands de demain. Aujourd'hui, faute qu'on soit dans une situation de croissance, on a aussi à tenir compte de ce que sera en termes d'habitants, de chalands de demain sur la zone, de vérifier si l'opportunité de cette nouvelle offre, où on laisse faire le marché, et comme on dit pompeusement, le marché s'équilibrera, où on agit quand même pour faire en sorte d'harmoniser ce qui peut se réaliser, et on peut voir quand même, parce que la semaine dernière, le MIPIM à Cannes faisait état encore de ce projet, parce qu'au-delà de tout ce qu'on indiquait, on parle toujours d'Europa City, on parle d'une piste de ski quand même, d'un projet qui sera supérieur à ce que c'est réalisé à Dubaï. C'est un projet de portée internationale, donc on a du mal, on considère même que c'est une escroquerie intellectuelle de laisser le maire de Gonesse et les élus du Val d'Oise s'emparer d'un projet comme étant le seul projet du territoire. Tu sais ou tu sais pas, mais dans le schéma directeur d'Île-de-France, tel qu'il a été voté, aujourd'hui, il n'y a rien de précis sur le triangle de Gonesse. Aujourd'hui, il y a une gare, il y a un décret qui a fixé une gare qui était au départ optionnelle et qui est devenue une gare définitive. Pour autant, il pourrait s'y réaliser tout et n'importe quoi. Il se trouve que deux choses quand même, c'est que dans la relation que le maire d'Aulnay, le maire sortant, a avec le maire de Gonesse, aujourd'hui, on est dans une forme de démarche et de dynamique, d'aide mutuelle, qui amène dans cette entente, puisque ça a été qualifié d'entente, à ce que le maire de Gonesse nous aide et aide la ville d'Aulnay à réindustrialiser son site de PSA, et à contrario, nous, ville d'Aulnay, nous aiderions le maire de Gonesse à la réalisation du seul projet qu'il a et qui est porté par le groupe Auchan, qui est la réalisation d'Europa City. Donc quelque part, c'est vraiment de se mettre une balle dans le pied. Ai-je besoin de rappeler que la ville d'Aulnay, dans sa mandature précédente et dans la totalité de ce conseil municipal, était hostile à Aéroville, tout autant que nous avait rejoint dans cette démarche d'hostilité à Aéroville la ville de Gonesse. Aujourd'hui, non seulement on a bien pu, bien sûr, Aéroville s'est fait, mais maintenant, pratiquement, on peut dire, avec une certaine objectivité, que le maire de Gonesse et le maire d'Aulnay sont d'accord pour un nouveau centre commercial. Alors, on comprend pas bien la logique de réflexion et d'analyse de ce territoire, et puis on fait des solutions, parce que, quelque part, comme l'a dit un des dirigeants d'Emerson, si on ne construit pas et qu'on n'a pas du chaland en urbanisant la zone du nord-est parisien jusqu'à Survilliers, Europa City, je dirais, nous vise directement. Voilà. Alors, ils ne sont pas toujours aussi clairs dans leur positionnement par respect de leurs confrères. Moi, je peux me permettre de dire quelque chose qui m'a été malgré tout dit en oeuf, mais en fait, qui résume assez bien ce qui est leur inquiétude, qui est leur inquiétude d'un groupe d'affaires coréen au demeurant, mais qui doit concourir à l'aménagement du territoire dans leur action, je veux dire, eux comme les autres, mais pas au contraire. Sinon, où va-t-on? Qu'est-ce que l'on peut espérer du pouvoir politique et de la démocratie? Donc, alors, on peut savoir aussi, parce que je parlais du SDRIF, à la marge et rapidement, ce qu'elle est peut-être la vision du nombre de logements naturels que la ville d'Aulnay se devrait réaliser dans le cadre de ce qu'est l'engagement de la région, qui est de construire 70 000 logements par an. Sachant que parallèlement et dans l'organisation du territoire, on a des CDT qui se signent en ce moment
et qui ne sont pas toujours complémentaires les uns des autres. On peut là aussi le regretter. Certains, comme le maire de Sevran, en étaient à dire « nous ne serons pas le CDT, le cluster des logements que la région parisienne ne réalise pas à l'ouest ». Quelle est ta vision de ce que peuvent être, je dirais, l'urbanisation, alors celle-là pas commerciale, mais l'urbanisation tout court de la ville d'Aulnay? Le fameux grand débat sur le bétonnage à tout va, qui en a fait couler de l'encre et dont on voit aujourd'hui des artères de notre ville se transformer quelque part en une activité commerçante pure, une activité où finalement aujourd'hui on a plus des résidences qui s'y installent avec des pertes pour les baux commerciaux, il faut le dire, hein, parce que tout n'est pas reconstruit à l'identique, bien au contraire. Les rez-de-chaussée ne sont pas forcément tous aménagés en commerce. Et il y a cette réalité qui fait le lien, pour moi aussi, entre la question du logement et la question du commerce. Est-ce qu'on est partant ou pas pour cette ville à 100 000 habitants? Finalement, c'est ce qui est sous-jacent à cette réalité-là. Est-ce qu'on est pour ou contre ces fameuses constructions dans certains territoires où on a vu durant la mandature passée des levées de boucliers telles que les rapports de force existaient. On impose sur certains territoires des constructions de résidences HLM avec tout ce que ça peut induire comme crainte, peur, pas simplement de voir du logement social, mais d'avoir investi dans un bien immobilier et que du jour au lendemain, par avis, vous avez l'information qu'il y ait une construction de R+4, R+5 qui vient faire du vis-à-vis. Ça, c'est une question qui, je pense, a été vraiment posée, crée beaucoup d'inquiétudes et dont aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver un équilibre. Un équilibre et c'est pas le cas, enfin c'est pas le chemin qui a été pris, compte tenu de la vitesse d'implantation de ces résidences-là. Je crois que quand vous faisiez allusion à cette concertation, cette écoute, ces projets, est-ce qu'une ville comme Aulnay est une ville de 100 000 habitants ou une ville de 80 000 habitants avec une qualité de vie qui doit être maintenue ou alors être le réceptacle d'accueil de toute cette première couronne qui n'arrive plus à se loger et qui doit trouver en Aulnay une alternative pour pouvoir finalement répondre à l'exigence de logement, eu égard à la création de la gare du Grand Paris. Finalement, cette question, elle est là, elle est bien réelle. Nous disons une chose, c'est que la question du logement, une question qui est préoccupante, une question où il y a beaucoup d'attentes, mais en même temps, on a un équilibre fragile sur cette ville. Ce que je dis, moi, c'est avant tout que le nombre de constructions qu'il y a eu en l'espace de 6 ans est pharaonique. On est plus dans l'Égypte ancienne, si vous me permettez, qu'en 2014, que les constructions à tout va, les projets immobiliers sont sortis de terre trop rapidement. Trop rapidement, on aurait pu les juguler, les organiser dans le temps, les réfléchir, travailler sur l'adéquation, les besoins en termes de commerce au niveau local, articuler les réalités. Ça n'a pas été fait. On a une vision du Mitry-Princet, on y va, on préempte, on se pose des questions, on ne comprend pas, mais on y va et on construit. On a du mal à trouver un côté, c'est ce que je comprends, un côté positif à ces nouveaux arrivants en termes de chaland pour sauver une forme de commerce qui ne va pas trop bien. Donc c'est incohérent, a priori c'est pas... Oui. En fait, ça n'a pas été maîtrisé. Ça n'a pas été maîtrisé, ça n'a pas été... Voilà, vous regardez une chose comme la Souveraine des Travaux qui était là depuis 1000 ans, vous vous dites peut-être qu'il va y avoir une autre activité commerçante qui va s'y installer. Quand on propose, on vous donne l'information que tout cet axe-là important sera uniquement des résidences,
c'est là que créent les crispations. On va de plus en plus faire en sorte que le commerce de proximité va être inexistant. Et qu'aujourd'hui, nous, c'est l'une des craintes que l'on a. C'est, je crois, en fait, le manque, et sur le logement, c'est le manque de concertation et d'écoute des riverains, des concitoyens. Oui, on a les réunions publiques pour aller y mettre nos remarques, et encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, façonner une ville comme celle-ci, c'est on prend une responsabilité au sein du conseil municipal de dire stop, et on en fait un débat local. Parce qu'aujourd'hui, une frange de la population ne peut pas subir cette construction effrénée, et qu'elle n'est faite en aucune cohérence avec les poumons de vie, les bassins d'emploi locaux, le commerce de proximité, et que ça crée plus de tensions que cela ne résout en termes de logement. Et qu'aujourd'hui, il faut regarder, c'est pas du logement social, hein. Non, c'est du parc privé, avec certes une volonté d'augmenter le pouvoir d'achat au niveau local, mais je crois que cette construction effrénée, c'est ça le problème. C'est pas la construction en elle-même. Je pense que sur un mandat, avoir autant de projets immobiliers sur ce territoire, j'y vais pour les permis. Hein. C'est ça la difficulté. Pour aller un peu plus loin, bien entendu, parce que ça touche à la thématique de l'urbanisation tout court, nous-mêmes, parce que tu viens d'y faire allusion, on pourrait être très tenté de recevoir de ta part ta vision que tu as de la démocratie, donc de la façon de faire intervenir la population dans la décision sur ces projets, d'autant que ça repose d'autres thématiques que nous portons nous-mêmes aussi, qui est de se dire que quand on est dans une forme, comme pour le corps humain, de surcharge pondérale, on a forcément des problèmes au niveau des artères. Mais on va revenir tout de suite au commerce pour rester dans le timing qui est le nôtre et l'enregistrement. Aujourd'hui, on a quand même eu comme information, même si on ne le verra pas sur ce mandat bien entendu, suivant laquelle le maire avait fait le pari qu'avec son projet autour de la mairie, il était en situation avec ses nouveaux chalands de redynamiser la rue Anatole-France. Aujourd'hui, bien sûr, non seulement il n'en est rien, ça a créé des tensions, il n'y a pas eu le dialogue nécessaire et suffisant, et malheureusement, effectivement, on ne voit pas vraiment vers quoi on va. Pour l'instant, on ne sait qu'une chose de sa part. C'est pour ça qu'on cherchait, vous les challengers, au maire sortant, à connaître votre position. C'était par rapport effectivement à la ville de demain qui se dessine, et pas forcément au travers des projets qui seront dans notre ville. La préoccupation économique du site de PSA assurément est quelque chose sur lequel on aurait pu largement te questionner, parce que je sais que tu es féru dans ce domaine. Ceci étant, nous on venait avec nos préoccupations et on va tenter d'aller jusqu'au bout. Une question d'ailleurs toute pragmatique, dans la vision que tu as du fonctionnement d'un conseil municipal, est-ce que l'activité économique, voire commerciale, mérite un maire adjoint à plein temps? En fait, cette question elle est importante parce que pour nous en avons subi les conséquences. Avant de pouvoir me lancer dans cette course municipale, comme vous le savez, j'ai été directeur d'une structure de développement économique sur ce territoire-là. Depuis 10 ans, j'ai participé activement à faire en sorte que la question de l'entrepreneuriat, du commerce, puisse s'articuler sur ce territoire-là. La question du maire adjoint à temps plein, elle est claire, elle est réelle. Et je dirais même que l'absence de maire adjoint en charge du développement économique, parce qu'un maire ne peut assumer, à mon sens, seul ces questions-là, compte tenu des lourdes responsabilités qu'il a sur l'ensemble des dossiers, doit être suppléé de manière très dynamique, très active, par un maire en charge du développement économique. Parce qu'on ne le fait pas de temps en temps, on le fait avec une réelle volonté de porter de projet,
Mais au-delà de parler du maire adjoint uniquement du DEVECO, je crois que c'est toute la structuration du service économique de cette ville qu'il faut revoir. L'articulation entre le commerce, l'articulation entre le DGA, DEVECO, entre, quand vous savez qu'un DGA a en même temps l'urbanisme, en même temps le DEVECO, en même temps un certain nombre de casquettes de social, vous vous dites qu'aujourd'hui, qui est le pilote, qui est celui qui organise la réalité? On a une structure qui est conventionnée, qui est la MEF, qui est le bras économique de la ville, qui est rattachée au service économique. Et aujourd'hui, je crois que la grande difficulté que subit le commerce, mais dans toute cette question du développement économique, c'est qu'il faut restructurer tout ce pôle-là. Restructurer et repartir à plat avec ce qu'on appelle une délégation de service public pour certains acteurs. Moi, je vois qu'il y a des associations actives sur le champ du développement économique, qu'elles ont des bouts de ficelle pour faire un travail que la municipalité ne fait pas. Je me dis aujourd'hui qu'il faut pouvoir garder les fonctions régaliennes d'une ville, mais néanmoins sur des conventions d'objectifs qui pourraient être réalisables très simplement. Remobiliser la société civile par rapport à ses responsabilités. Donc, une réorganisation du service commerce de la ville, du service développement économique, l'articulation entre les centres des métiers et les chambres des commerces. Quand on sait qu'une ville peut avoir cette volonté et elle peut être le chef d'orchestre, ce n'est pas une association de commerçants qui a cette capacité de mettre autour de la table des acteurs de la région, des acteurs de la CMA, des acteurs de la chambre des commerces. Elle n'a pas cette légitimité si une ville ne lui confère pas cette réalité-là. Premier point. Deuxième point, on nous a parlé d'un beau et grand projet, la maison du commerce. On nous a vendu un conseil d'administration composé d'acteurs économiques qui sont sur le territoire, regroupant les associations de commerçants du vieux pays, du boulevard, et un certain nombre des vitrines d'Aulnay. On nous a dit que c'était un conseil d'administration composé des différents acteurs de cette ville, avec la chambre des métiers, que celle-ci aurait et serait le point d'entrée de tout le commerce sur cette ville, intégrant le service municipal sur la partie réglementation. Il en est où ce projet? Les velléités de tenir ce projet-là l'ont fait capoter. Alors qu'une dynamique a été mise en œuvre, on entendait au Paris Nord qui pouvait être dedans, un conseil d'administration paritaire avec des différents organes, peut-être allouer un budget à cette réalité-là pour donner au moins une cohérence sur l'animation de l'ensemble des zones commerciales, parce que le boulevard de Strasbourg, oui, le vieux pays, oui, mais quand on connaît la réalité de Chanteloup, quand on regarde la réalité de Ballany, il est de la responsabilité d'une ville d'avoir une vision globale sur ces poumons économiques qui sont des lieux de vie, que s'ils s'éteignent, c'est une ville entière qui perd un aspect socialisant. Est-ce que tu considères, comme nous, que l'échec du cadre noir, c'est aussi le fiasco de l'activité économique d'une ville et d'un service? Alors, ça n'a rien de péjoratif et de désagréable vis-à-vis du personnel, mais simplement par rapport à ce qui est une activité économique qui relève souvent du privé, est-ce qu'il n'y a pas un mode organisationnel auquel tu fais un peu allusion, parce que tu es en train de le brosser, pour faire en sorte de faire mieux, ce qui ne sera peut-être pas très difficile, mais de faire mieux que ce qui a été fait? Moi, je suis tout à fait dans ce constat-là, qui ne date pas de cette simple mandature, qui date d'une administration dont on n'a pas réorganisé les services. Quand vous avez des commerçants qui sont proactifs dans aller chercher le bail commercial qui serait adéquat, faire les différentes recherches, les différentes demandes, en face, on n'a pas l'équipe
qui est formé, qui est au fait de certaines réalités et qui est quelque part dépassé. Allez demander la cartographie des locaux disponibles sur cette ville. Elle est donnée au compte-gouttes, oui, c'est tel propriétaire. Attendez, c'est le libre accès à l'information, premier élément. Deuxième élément aujourd'hui, moi, et je te le disais tout à l'heure, une municipalité qui a un service municipal composé d'une quinzaine de personnes, une dizaine de personnes, ne peut pas à lui seul faire face à toute cette activité-là. Déléguer avec des conventions d'objectifs, comme c'est fait par tous les associations conventionnées par la ville. On a sur différents créneaux, le sport, on leur donne une note de cadrage. Moi, je suis d'avis de doter les associations d'un budget, de leur dire voilà ce que l'on souhaite, faire en sorte qu'il y ait des éléments importants pour nous, et je vais les dire, l'artisanat, qu'on puisse aller puiser nos mondes pour leur faire découvrir des métiers. Mais quand on voit dans des autres villes, l'animation commerciale, c'est pas juste pendant les fêtes. C'est la présentation d'un métier lors d'un marché où on a la présentation des activités de boulangerie, comment on fait le pain, comment on l'organise, toute une activité où on invite les jeunes. Et je crois qu'il faut donner les moyens aux associations pour pouvoir le faire. Je crois que tu es en train de décrire ce que j'avais cru pouvoir se mettre en place, c'est la fonction d'un manager de centre-ville avec les fonds du FISAC. Je le perçois. On va devoir, dans quelques minutes, se quitter. On n'aura pas pu, dans la version micro, regarder ce que pouvait être, je dirais, ce qui était nécessaire à traiter en termes de commerce purement de proximité. On a mesuré, pour ne parler que du centre-ville, que la réduction des places de parking et leur mauvaise utilisation posait problème parce qu'on voit bien que la voiture, malheureusement ou heureusement, peu importe, est indispensable dans l'action d'achat et que paradoxalement dans cette ville on a supprimé dans le centre-ville 72 places de parking dans une zone où en même temps non seulement Paris-Nord s'agrandissait mais on lui laissait la possibilité d'augmenter sa surface de parking de 3000 voitures. Donc il y a quelque part des recettes qui ne sont pas appliquées de la même façon et aujourd'hui, parce que le maire a fait organiser ça il y a très peu de temps, aujourd'hui pour répondre en période presque électorale à la préoccupation des commerçants du boulevard, aujourd'hui a été réindiqué des pistes de réflexion concernant non seulement la possibilité d'augmenter dans les zones concernées le nombre de places de parking, mais aussi de faire en sorte d'assurer une forme de meilleure utilisation de ces places pour qu'il y ait la rotation la meilleure. Donc on est dans ces préoccupations, elles sont vraiment au détail, mais je ne serais pas juste avec Henri Félix, le président des commerçants, si je ne relayais pas cette question ou cette interrogation. Ceci étant, ces préoccupations allaient jusqu'à des choses qui allaient jusqu'à la nécessité ou pas, ça c'est peut-être une question, une réponse malgré tout, qui serait intéressante d'avoir, par rapport à tous ces quartiers décentralisés par rapport au centre-ville, et sachant qu'il y a un plan de prévention des baux commerciaux qui existe depuis 2008, si de ton point de vue, pour réorganiser au mieux l'offre commerciale sur cette ville, il ne fallait pas le remettre à plat et puis le réimaginer. Oui, c'est afin d'avoir une cohérence en fait en termes de diversité. Les 4 points que j'ai notés pour répondre aux préoccupations de l'association, sur le boulevard spécifiquement, en discutant avec les commerçants, la question du stationnement avec 2 écoles. L'école de celles et ceux qui, comme commerçants, veulent pouvoir avoir une place dédiée et l'école de ceux qui souhaitent faire en sorte que leur clientèle puisse ne pas faire des tours et tours de patelin pour pouvoir stationner. Il y a la question aussi qui a été soulevée de la propreté, qui est revenue, la question mathématique de la sécurité, dont j'ai pu entendre les différents commerçants, enfin celle de la diversité commerciale et du pouvoir de préemption d'une ville. Moi je pense qu'aujourd'hui tout ça, on ne peut pas le juger uniquement sur une simple artère et au niveau local. Ce qui manque, c'est un pilote du DEVECO, une vision de l'emploi
une vision du commerce sur cette ville, avoir un schéma directeur qui fixe et qui oriente, et qui ne subit pas les ambitions, les volontés entrepreneuriales. Pourquoi je dis ça? C'est que vous regardez la rue Jacques Duclos, c'est devenu un boulevard des métiers de bouche. Où aujourd'hui, il n'y a que ces activités-là qui peuvent y avoir. Un wok, un KFC, burger, grec, restaurant. Donc, c'est que si une municipalité ne décide pas d'avoir une action proactive, en faisant l'inverse, c'est-à-dire en définissant sur des études qu'elle réalisera, un potentiel d'une activité de poissonnerie ou autre, ou de pressing, et qu'elle fasse un chemin inverse, d'appel à candidature, plutôt que de subir. Là, comme ce qui se fait, c'est du géomarketing, hein, c'est très simple, vous pouvez demander à la Chambre des commerces de faire ces études-là, elles vont recenser les potentialités, faire leur étude de marché, voir quelles sont les activités qui peuvent permettre d'avoir une diversification des commerces, et plutôt que de subir, de dire à une municipalité, tiens, aujourd'hui, nous souhaitons avoir sur ce lieu-là cette activité. Cela, on le fait grâce à la possibilité de prendre son des baux. Mais c'est pour aussi mettre une dynamique d'une vie commerçante réelle et diverse. Moi, je suis tout à fait pour ce genre de choses, pas pour interférer dans les volontés du privé à investir, mais avoir une cohérence et maintenir une qualité de commerce local qui fait en sorte que le boulevard Strasbourg, sur le département de la Seine-Saint-Denis, garde sa réputation. Parce que je crois qu'on ne puise pas assez et on ne le met pas assez en valeur. Et il pourrait être, si on arrive à l'amener plus en avant, avec des animations, avec des nocturnes, avec un certain nombre de choses, à reprendre sa place, et que un Euroville demain ou un Europa City demain, c'est pas ça qui ferait qu'on en oublierait d'aller au commerce et au boulevard de Strasbourg, pour ne citer que celui-ci. Je pense qu'on aurait pu passer une deuxième heure ensemble, assurément. On peut le regretter, ça justifie pleinement que sur une simple thématique, on ait déjà passé tout ce temps-là. On n'a visiblement pas tout épuisé. Je n'ai qu'une envie, c'est que tout à chacun, nous soyons en situation de se mobiliser quand l'enquête publique aura lieu sur le triangle de Gonesse, sachant que ce travail de concertation a déjà eu lieu sur le Val d'Oise, et qu'aujourd'hui, dans l'échéance démocratique qui est celle devant laquelle nous sommes, eh bien, nous ne parlons pas d'un projet qui pourrait être dévastateur pour la ville, et l'inquiétude que l'on a, c'est que si on ne nous en parle pas, c'est pratiquement pour nous le cacher. Et c'est pour ça qu'on voulait, je dirais, avoir l'opinion des uns et des autres, et je te remercie de l'accueil que tu nous as fait et des réponses que tu nous as apportées. Merci Alain, merci à vous, et encore une fois, nous avec Paul vers le haut, c'était cette ambition de porter le commerce et le développement économique vers le haut.